Dans l'industrie culturelle, c'est le plus gros marché. Bien avant le cinéma et la musique, les jeux vidéo. Pas étonnant quand on sait que dans le monde, près d'une personne sur deux est un gamer. Ou une gameuse. Aujourd'hui, les femmes sont presque aussi nombreuses que les hommes à pratiquer ce loisir. Et dans ce business juteux, le smartphone tient une place importante. Aujourd'hui, un jeu sur deux tourne sur mobile. Quant à ceux qui veulent vivre des expériences plus immersives, ils restent attachés à leur console ou PC. C'est un moment où on peut s'échapper. C'est un moment comme quand on lit un livre ou quand on regarde un film. On peut ou suivre l'histoire et vivre le rêve de l'histoire, ou ça peut être aussi un défouloir. Ça procure de l'adrénaline, ça procure des fois des rires, donc du bonheur. Ça dépend du jeu et avec qui on joue. Le bijoutier jeune papa a désormais un temps limité à consacrer à sa passion. Ça ne l'a pas empêché d'investir dans un équipement semi-pro. L'écran m'a coûté environ 1000 francs. L'ordinateur, à l'époque, m'avait coûté environ 2000 francs. Ainsi qu'une chaise de gaming pour être plus confort. Et le total m'a coûté environ 4800 francs. Voilà pour l'équipement. Mais comment a évolué le marché des jeux ? Comment a-t-on réussi à faire dépenser aux gamers au total plus de 170 milliards de francs par année ? Au fil du temps, les stratégies ont beaucoup évolué. Jusque dans les années 90, c'était simple. On achetait chaque jeu sous forme de cartouche ou plus tard de disque qu'on lisait avec l'appareil compatible. Ces achats ne représentent désormais plus que 5% de l'argent dépensé dans les jeux vidéo. C'est Internet qui a complètement bouleversé ce marché, surtout dès les années 2000, quand il devient beaucoup plus rapide de télécharger de gros fichiers, y compris des jeux vidéo. Cette méthode permet d'acheter directement des jeux sur son smartphone, son ordinateur ou sa console. Les jeux dématérialisés ou démat dans le jargon gamer. Du pain béni pour les éditeurs de jeux, qui peuvent ainsi économiser sur les coûts de production des supports physiques. Et puis ça compense en partie l'explosion des coûts de développement des jeux, en particulier les AAA, ces blockbusters souvent hyper réalistes. Des jeux qui, jusqu'ici, sont proposés aux consommateurs à des prix étonnamment très stables. Un jeu, il y a 20 ans, était à 60 €. Aujourd'hui, il est toujours à 60 €. Les coûts de production ont explosé, particulièrement pour les blockbusters du jeu vidéo. Ça fait des années que les fabricants de jeux se posent la question, essayent de passer de 60 à 70 €, 80. À chaque fois, il y a une forme de résistance des joueurs quand on veut passer sur cette gamme de prix-là. L'économiste connaît bien cette problématique, puisqu'il co-dirige aussi un studio de développement. D'après lui, cette mauvaise rentabilité des jeux blockbusters explique l'émergence d'un nouveau modèle dès les années 2010, les free-to-play. Des jeux gratuits au premier abord à télécharger sur ses appareils. Mais ensuite, tout est fait pour inciter le joueur à acheter du contenu additionnel. Par exemple, de nouveaux levels, ou souvent du purement cosmétique, une tenue pour son personnage. Ces petits montants, mis bout à bout, sont plus faciles à faire avaler aux consommateurs. Sur mobile, 98% de l'argent est fait sur des jeux free-to-play, avec parfois des quantité d'argent absolument monstrueuse dépensée. Ce sont ces 2% de joueurs qui vont parfois mettre 300, 400, 500 € tous les mois pour être les plus beaux, avoir les meilleurs objets et quelque part pouvoir être les piliers des jeux dont ils sont passionnés. La stratégie, c'est donc de garder captifs ces joueurs dépensiers le plus longtemps possible. Exemple avec le jeu Fortnite, sorti en 2017, et toujours numéro 1 des téléchargements. Je peux avoir des concerts, je peux jouer aux cartes sur ces jeux-là avec mes amis, je peux juste chatter avec eux. Donc on se retrouve avec une espèce d'écosystème qui est fermé sur lui-même, qui est très favorable évidemment aux fabricants de l'écosystème, et qui rend la sortie d'autant plus difficile pour les joueurs qui y sont, parce qu'en fait quitter le jeu, c'est aussi quitter ses amis, quitter ses habitudes, et donc on se retrouve avec des jeux dits des jeux trous noirs qui sont capables d'absorber toute l'attention des jeunes joueurs. L'attention et les revenus. Et pour s'assurer de rentrées régulières d'argent, une autre stratégie est déployée depuis quelques années, les abonnements.
Tout le monde s'y est mis, fabricants de consoles, éditeurs de jeux ou autres géants de la tech comme Apple. Pour une somme fixe par mois, vous avez droit à un catalogue de jeux à télécharger sur vos appareils pour y jouer autant que vous voulez. La conséquence, c'est que le joueur moyen s'est retrouvé avec potentiellement des milliers d'heures de loisirs pour un prix fixe. Et on retrouve en fait dans le jeu vidéo les mêmes conséquences que ce qu'il y a eu dans la vidéo et dans la musique, c'est-à-dire le prix moyen de l'heure d'entertainment qui s'est écrasé au sol. On a comparé les catalogues de jeux par abonnement des 3 consoles les plus vendues. Pour près de 20 francs par mois, on a droit à un accès illimité à plus de 480 jeux chez Microsoft. Chez Sony, ça coûte 1 franc de moins, mais pour un catalogue plus réduit d'environ 200 titres. Dans les 2 cas, on a accès autant à des jeux rétro qu'à des blockbusters récents. Autre stratégie chez Nintendo, une centaine de jeux pour un prix beaucoup plus bas, 3 francs 33. Mais ce catalogue contient uniquement des titres anciens sortis à la base sur ces anciennes consoles. Nous avons comparé ces prix avec ceux pratiqués en France. Résultat, plus 6% en Suisse pour Nintendo, plus 18% pour Xbox et PlayStation. Le fameux îlot de cherté helvétique, un combat que mène depuis longtemps la Fédération romande des consommateurs. Les entreprises profitent du pouvoir d'achat suisse qui soit réel ou dans certains cas et pour certaines personnes fantasmé pour pratiquer des prix beaucoup plus chers. Sur ces plateformes en ligne, il n'y a aucun travail en plus de la part de PlayStation pour vendre un jeu du même catalogue à un Suisse ou une Suissesse qu'à une personne qui peut habiter en Allemagne. Pas facile en tant que consommateur de se faire respecter dans ce marché dominé par quelques grosses marques. Pas facile non plus pour les petits studios indépendants qui espèrent placer leurs créations dans ces catalogues de jeux prestigieux. On a demandé à Sunnyside à Lausanne et sa dizaine d'employés quelle était sa stratégie. Essayer d'entrer dans ces catalogues, c'est compliqué, parce qu'en général, il faut quand même, ça passe de l'humain à l'humain, il faut connaître quelqu'un. Et vu qu'il y a de plus en plus de jeux, c'est sûr que c'est quelque chose d'assez compliqué d'entrer rien qu'en contact avec eux. En général, on va essayer de trouver tous les moyens possibles, que ce soit en festival, des mails, des connaissances, demander à d'autres développeurs. La technique du réseautage. C'est ainsi que le studio est parvenu à glisser l'un de ses jeux dans l'un des catalogues les plus convoités. Nous, on a eu un contrat de 3 ans avec eux, Apple Arcade. C'était une visibilité énorme pour nos autres jeux aussi, ça a amené énormément de joueurs. Et financièrement, c'était clairement quelque chose d'hyper marquant. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu des revenus pareils. Et je pense que ce sera difficile d'avoir des revenus pareils avec une telle rentabilité. C'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Pour autant, l'entreprise n'a pas tourné complètement le dos au format physique. Leur dernier jeu, Nocturnal, est sorti aussi en CD sur PS5 et cartouche sur Switch. C'est déjà un rêve, simplement. Moi, je viens d'une génération où on jouait et on achetait les jeux vidéo physiquement. Donc, on avait le CD, on collectionnait, etc. Donc, c'est un vrai plaisir. C'est aussi une marque dans le temps pour nous. C'est-à-dire qu'on peut le voir avec des jeux, des fois, qui disparaissent, avec les technologies qui avancent. Nos jeux sont plus disponibles. C'est aussi une marque pour nous de se dire OK, le jeu, il est là, dans mes mains, j'ai fait quelque chose dans le monde réel aussi. Et après, tout simplement, c'est aussi l'argent. C'est-à-dire qu'on essaie de diversifier nos sources de revenus. Et en général, comment ça se passe pour les éditions imprimées comme ça? C'est surtout des collectionneurs qui veulent acheter ça. Et donc, ça représente même pas 2%, je pense, de nos ventes. Mais même les jeux sur support physique peuvent avoir une espérance de vie limitée. Exemple avec le jeu de course The Crew, sorti en 2014. 10 ans plus tard, il comptait encore de nombreux utilisateurs, mais son éditeur, Ubisoft, a décidé de fermer ses serveurs, rendant le jeu complètement inutilisable, même si on l'avait acheté en CD. Un problème qu'on connaît bien au Game Lab, un groupe de recherche spécialisé en jeux vidéo sur le campus lausannois. On est dans une situation assez particulière où on va payer peut-être un jeu 70, 80 francs, en croyant qu'on va le posséder, et ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'en réalité, on est en train de le louer à cet éditeur. Des jeux qui peuvent donc disparaître à tout moment, et qu'on essaye parfois même de nous revendre quelques années plus tard. Au passage d'une nouvelle machine, certains titres ne seront plus disponibles, mais ça va permettre à Nintendo, moyennant peut-être une petite amélioration graphique ou technique, de nous revendre des jeux déjà sortis dans les années 80 ou dans les années 90 pour venir mobiliser cette nostalgie que l'on a. Ailleurs dans le monde, ça commence à bouger. La Californie, par exemple, interdit désormais d'écrire le mot « achat » sur les plateformes de téléchargement,
à moins d'informer les clients qu'ils n'ont pas un accès illimité à ces produits. Vous recevez uniquement une licence pour accéder à ce produit. Un premier pas pour renforcer les droits des gamers. Dans nos souvenirs d'enfance, les jeux vidéo, ce ne sont pas que des pixels et des sons 32 bits. C'est aussi tout un tas d'objets bien concrets. Des objets qu'on achetait dans des lieux bien physiques aussi, les boutiques de jeux vidéo. Filippo a lancé son business il y a plus de 30 ans. Aujourd'hui, son magasin de Vevey est l'une des dernières enseignes indépendantes de Suisse. Comment tu vas? Ouais, toi? Ça se passe? Tranquillou? Plus que survivre, on vit. On vit plutôt bien parce qu'on a une grande communauté de gens qui aiment tout ce qui est physique et qui veulent pas seulement rester chez eux pour jouer ou télécharger des jeux, mais venir échanger entre passionnés. Mais un peu jeu d'aventure, vous cherchez des jeux qui se jouent à plusieurs? Alors, jeu d'aventure aussi. Ils ont fait par exemple, si je vous prends l'exemple de Funko. Pour faire perdurer l'activité, il a fallu quand même être débrouillard, ne serait-ce que pour se fournir en jeux. Les boutiques indépendantes, à cause de leur faible volume de vente, ont été progressivement délaissées par certaines marques de consoles. Du coup, on a dit, on se débrouille par nous-mêmes. Avec l'expérience, on peut commander un peu partout. Dans le monde, c'est l'avantage d'Internet finalement. Et à partir de là, on arrive à jouer sur les prix, à rester très concurrentiel. Rester concurrentiel sur le format physique, c'est plus facile avec les produits de Nintendo pour une raison toute simple. Des jeux que des fois qui sortent et que nous on vend à 59,90, sur le Nintendo eShop suisse, ils sont à 77,90. D'où encore plus aberrant d'acheter du démat quand le physique, l'objet qui vous appartient réellement coûte moins cher. Si sur PlayStation et Xbox, de moins en moins de jeux sortent en format physique, c'est le phénomène inverse qui a lieu sur la console Switch de Nintendo. Les titres qui sortent en cartouche sont si nombreux que personne n'en connaît le nombre exact. Autant on peut avoir les AAA, les first party de Nintendo, c'est-à-dire les jeux les plus vendus, du Zelda, du Donkey Kong, du classique. Autant on peut avoir des remasters d'anciens titres qui viennent des États-Unis, comme on peut avoir des petits indés comme qui vient de sortir. Il est sorti avant-hier au Japon, et nous on a fait venir la boîte physique du Japon. Il y a aussi le marché de l'occasion qui permet de faire tourner la boutique. Cela représente ici environ un tiers du chiffre d'affaires. Mais je crois que le marché de l'occasion va continuer parce que je ne peux pas prêter à mon petit cousin le jeu que j'ai téléchargé. Je ne peux pas le revendre à un privé ou l'offrir même à quelqu'un autour de moi. Heureusement, on est là. L'occasion intéresse bien sûr aussi les collectionneurs. On a rendu visite à l'un des plus grands passionnés de Suisse. À Avenches, Damien Aldi conserve précieusement plus de 500 consoles et 20 000 jeux vidéo. Alors, on commence avec les jeux Atari des années 70, où il y a des cartouches à l'intérieur. Et puis après, on est dans les années 80, avec les Game & Watch de Nintendo. C'était des consoles qu'on avait à la récré, puis qu'on pouvait se prêter entre camarades. Puis après, on arrive à la NES, une des consoles les plus mythiques de notre génération. La NES et sa grande rivale à l'époque, la Sega. Team Mario d'un côté, Team Sonic de l'autre. Là, on est dans les années 90 avec la Game Boy. C'était la folie des Pokémon. Et après, on tombe sur les derniers jeux à cartouche avec la Nintendo 64. C'était fait pour durer, en fait, et puis ça vieillit très très bien. On peut tout réparer, donc c'est vraiment pas comme les jeux d'actuel, quoi. Ça se gâte avec la génération suivante de consoles. Alors ici, on est avec la PC Engine. C'est la première console de l'histoire avec des CD. Les autres constructeurs ont suivi, de la Sega Saturn jusqu'aux consoles actuelles de Microsoft et Sony. Et même si l'on sait aujourd'hui que la durée de vie du CD reste limitée. Ça va aller très très mal et puis on ne peut pas réparer en fait. Le seul moyen qu'on a, c'est de faire des copies de nos jeux pour ne pas perdre les jeux en fait. Et ce n'est pas mieux avec les supports les plus récents. Le Switch a mémoire flash dans ses cartouches. Si pendant 5 ans on l'allume pas, en fait, elle va perdre sa mémoire flash. En fait, l'électricité qu'il y a dedans, qui reste dedans, elle va disparaître et puis avec ça, ça va effacer le jeu.
Damien rêve d'ouvrir son propre musée. En attendant, il prête régulièrement ses plus belles pièces au musée suisse du jeu à la Tour de Paix. Son directeur aussi s'inquiète de la conservation de ce patrimoine culturel sur le long terme. Ça fait une dizaine ou une quinzaine d'années que c'est des questions qu'on se pose dans les communautés de recherche. Un certain nombre de musées aussi se sont intéressés aux jeux vidéo. Le MoMA, par exemple, en 2012, a constitué une première collection de jeux vidéo. Donc il y a une prise en compte progressive de la valeur patrimoniale, de la valeur culturelle de ces objets. La tâche n'est pas simple, surtout que les jeux actuels n'ont plus grand-chose à voir avec ceux d'hier. Un des défis particuliers qui est lié à la dématérialisation, c'est que ces jeux sont aussi constamment mis à jour. Avant, on achetait une cartouche ou un CD, et l'objet jeu, c'était un objet fini. Une fois qu'on l'avait, on le conservait dans un état qui était stable, même au niveau de son code informatique. Aujourd'hui, si on veut conserver Fortnite, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, concrètement ? Il y a le Fortnite tel qu'il est sorti initialement en 2017, mais depuis, il y a eu toute une série d'itérations de ce même jeu. Et donc c'est très compliqué de savoir comment on le conserve, quelle version on conserve, et ça demande évidemment des ressources techniques qui sont très importantes. Cette fonction de préservation est prise en charge parfois par les communautés de joueurs. Quand ils apprennent qu'un jeu sera retiré des serveurs officiels, ils sauvegardent son code source pour créer une copie mise à disposition de tous sur Internet. On voit même dans certains cas des grands acteurs industriels qui vont récupérer ce travail des communautés de fans, sans les créditer et sans les payer bien sûr, pour développer des solutions payantes donnant accès à des anciennes bibliothèques de jeux. Surfer sur la vague nostalgique, une solution bon marché pour renflouer les caisses. Jouer partout depuis n'importe quel écran. Plus besoin d'acheter un ordinateur puissant ou la dernière console. C'est ce qu'on appelle le cloud gaming. Voilà comment ça fonctionne. Vous êtes par exemple sur votre télévision, une Smart TV, donc reliée à Internet. Vous téléchargez une simple application, vous vous abonnez et vous jouez à l'un des jeux proposés avec votre télécommande ou une manette. Votre télévision ne vous renvoie en réalité que l'image et le son de ce jeu. Tous les calculs informatiques ont lieu sur les serveurs d'un data center, une sorte de gros ordinateur dont vous louez une partie de la puissance. Aujourd'hui, Xbox et PlayStation incluent du cloud gaming dans leurs formules d'abonnement les plus complètes. Il y a aussi des noms moins connus, par exemple Blacknut, start-up française active depuis 2018. Donc Blacknut est une application de cloud gaming qui est disponible donc sur tout écran connecté. Vous pouvez jouer sur votre smart télé, sur votre ordinateur, sur votre mobile, de façon très simple à travers l'application. Le portail va s'ouvrir et donc là vous avez près de 600-700 jeux selon les pays. On est présent dans 65 pays déjà. Donc je peux par exemple aller sur mes jeux favoris et vous montrer comment je lance un jeu. Public cible, les joueurs occasionnels. Nous, on est plutôt sur une approche rapide, facile. Et surtout, on a la plus grande compatibilité, je dirais, au niveau appareil, pour justement laisser les gens choisir quand est-ce qu'ils ont envie de jouer, où ils ont envie de jouer, avec finalement l'appareil qu'ils ont à la maison et pas obligés d'investir en plus sur du hardware, on va dire, pour le faire. Le cloud gaming limite l'achat de matériel électronique. Mais son impact environnemental est-il plus bas pour autant ? Retour au Game Lab à Lausanne, où l'on a comparé 1 heure de jeu sur PC, console et en cloud. Le moins impactant, on voit que c'est l'ordinateur portable sur tous les indicateurs, c'est ce qui est en orange. Ça vient du fait que l'ordinateur portable, on va l'utiliser pour d'autres activités que jouer aux jeux vidéo. Ensuite, on a plus impactant, c'est jouer sur console, que ce soit un jeu sur disque ou un jeu téléchargé. Au final, ça ne change pas tellement l'impact. Et le plus impactant, ça va être le cloud gaming. Le pire, c'est si l'on joue en cloud gaming à partir d'une console, puisqu'on ajoute la pollution liée à la fabrication de cet appareil. En revanche, si l'on joue directement sur sa TV, pour une partie de moins de 4 heures, on limite les dégâts. Et c'est justement pour ce type d'usage que cette technologie aurait le plus gros potentiel. Il va être assez adapté pour, par exemple, des démos de jeux. Je veux tester un jeu, donc sans devoir tout télécharger, je peux y jouer dans le cloud. Comme ça, j'ai pas besoin d'avoir un gros PC. Le jeu peut tourner de manière distante. J'essaye le jeu pendant 10 minutes. Et si ça me plaît, éventuellement, je l'achète. Pour d'autres usages, il sera plus difficile de convaincre les gamers.
surtout les plus aguerris. Le jeu vidéo a quand même plusieurs barrières un peu spécifiques. Le gros des consommateurs qui dépensent beaucoup d'argent, ce qu'on appelle les core gamers, aiment bien être propriétaires de leur matériel. Ils veulent leur PC, leur console. Ils veulent, si jamais ils sont coupés d'Internet, pouvoir continuer à jouer. Et donc pour eux, le cloud gaming, c'est une forme de dépossession de leur matériel à eux. On est aussi allé sonder quelques joueurs, dans un bar de geeks, le Quert, à Lausanne. Moi j'ai pu tester, donc je sais que c'est pas trop pour moi justement, je pense qu'on n'y est pas encore. Par exemple, des fois quand on appuie sur un bouton, il y a un délai avant qu'on voit l'action à l'écran. Il faudra apparemment encore du temps et quelques évolutions technologiques pour que le cloud gaming domine le marché du jeu vidéo. C'est quoi ce truc là?